Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, les relations de travail ne se dégradent jamais par hasard. Et elles s'usent parfois à petites failles. Un malentendu laissé ouvert, une tension que l'on repousse, une parole qui est floue, une décision mal expliquée, une confiance qui recule sans qu'on s'en rende nécessairement compte. Dans l'entreprise, le climat interne tient souvent à des choses assez simples et quelquefois bien décisives. La clarté des rôles, la qualité du management, la manière de traiter les désaccords, la justice perçue. La reconnaissance donnée ou refusée, quand ces repères se brouillent, l'ambiance peut se charger, positivement mais surtout négativement. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Et nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions à nous soumettre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous débutons notre émission ce matin avec notre invité Fadel Hajri, qui est praticien, qui nous est venu en tenue de travail, mais qui a diverses casquettes. Alors il est psychologue, il est également praticien de la méditation de pleine conscience et il accompagne les organisations. Sur cette dernière casquette-là, c'est celle qui nous interpelle tout spécifiquement par rapport à la thématique du jour. Nous nous intéressons effectivement à ce qui, dans les organisations, dans les entreprises en clair, peut améliorer le climat entre les uns et les autres qui travaillent ou ce qui peut dégrader ce climat. Donc il y a parfois une attention qu'on doit porter sur cet aspect-là parce que, bien entendu, l'objectif étant à terme, quand effectivement les relations sont saines, il y a plus de fluidité, plus de facilité à prendre des décisions et in fine, tout simplement, ça se traduit d'une manière ou d'une autre par une meilleure ambiance et à terme une meilleure performance parce que moins de personnes qui partent ou qui démissionnent et nécessairement plus d'économies de ce point de vue, Fadel Hajri. Alors bonjour à tout le monde, bonjour Badr, merci de cette invitation renouvelée. Oui, en fait, dans les entreprises, il y a des prises de conscience par moment, comme dans la vie de tous les jours de tout un chacun. Oui. Les entreprises, à un moment, ils se posent des questions en se disant, mais pourquoi ça va moins bien? Pourquoi on est plus lent? Pourquoi on perd des parts de marché? Pourquoi? Tous les pourquoi qui viennent se succéder. Et ces pourquoi-là, malheureusement, arrivent seulement quand il y a une perte de performance. Quand tout va bien, on n'essaye pas de faire une évaluation de pourquoi ça va bien. Mais on veut toujours avoir pourquoi ça ne va pas. Or, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre les choses quand elles vont bien, pour pouvoir les maintenir. Parce que si les choses vont bien, elles ne vont pas bien toutes seules. Il y a une raison à ça. Et quand elles vont mal, il y a une raison aussi. Alors, beaucoup de gens se focalisent sur le KPI. Oui, Donc, c'est vrai, on essaie d'objectiver, de voir voilà. ce que... C'est un très bon outil, Oui. mais c'est un outil qui arrive malheureusement dans la plupart des entreprises au moment où ça va mal. Et là, il faut qu'on trouve un coupable. Ah oui, non, mais ça, c'est vrai que c'est de nature. C'est de nature à accroître les tensions, parce que quand ça va mal, on est d'une manière ou d'une autre susceptible. Et quand on commence à avoir dans le détail ou être obligé de faire un compte-rendu précis de ce qu'on a fait dans la journée, on a tendance à suspecter le fait qu'on se dise que les personnes ne font pas suffisamment, ne font pas assez, etc. Donc on va immédiatement imaginer les raisons sombres derrière lesquelles on pourrait prendre des décisions Oui. pour... oui. Il y a aussi la problématique du faire assez et mieux faire. On peut beaucoup faire, mais sans résultat. Si c'est sans résultat, c'est parce que c'est mal fait, ou c'est mal pensé, ou c'est mal réfléchi, ou c'est mal organisé. Donc il y a beaucoup de possibilités. Donc les entreprises aujourd'hui, ils ont des indicateurs à disposition. Et ces indicateurs sont soit financiers, soit les ressources humaines, soit organisationnelles, soit productifs, soit le marché. Donc il y a toutes ces tendances-là qui peuvent être étudiées. Vous pouvez avoir une entreprise qui va très bien financièrement, donc ses comptes sont au plus haut. Mais par contre, d'un point de vue ressources humaines, il y a une hémorragie et un turnover qui est incompréhensible. Elle peut avoir de très bons collaborateurs, mais par contre, ça ne rentre pas du chiffre. Elle peut avoir les meilleurs et les derniers outils technologiques productifs, robotisés, organisés, avec l'IA et tout ce qu'on veut, mais il y a des problèmes dans la production.
tout ça est dû à une réflexion. Il faut que toutes les personnes qui sont organisées autour de cette entreprise soient dans une réflexion homogène et que cette réflexion soit équilibrée, c'est-à-dire prise par tout le monde. Il y a la vision de la direction générale. Cette vision de direction générale est répartie et distribuée après à tous les collaborateurs. Et ces collaborateurs doivent adhérer à ça. Si on n'adhère pas et qu'on se dit on me demande ça, je vais le faire comme ça, comme ils ont demandé, donc je ne mets rien de mon expérience, ni de mon expertise, ni de ma connaissance de ce qui se passe, les indicateurs vont être mauvais. Oui, c'est vrai que la question de savoir si on s'approprie ou non des décisions prises par ceux qui sont d'ailleurs in fine payés pour prendre ces décisions. Alors il y a parfois de la réticence ou parfois de l'adhésion. Il y a de l'adhésion lorsque des personnes ont suffisamment d'autorité ou on crée suffisamment d'affinité avec ceux qui vont être les relais. Et quand il n'y a pas ce relationnel-là s'est dégradé, il y a parfois tout simplement une réticence par principe à tout simplement être dans une optique ouverte par rapport aux nouvelles façons qu'on aurait de travailler. Parce que, in fine, si effectivement ma responsabilité c'est d'appliquer, entre guillemets, les décisions qui sont prises à un niveau de management qui est supérieur, le pourcentage de décisions que je traduirai, c'est en fonction de la relation que j'ai avec ce top management. Parce que s'il n'y a pas de prime ni d'augmentation de salaire, je vais toujours me poser la question de savoir si j'investis un effort pour essayer de faire les choses autrement. Alors, avant même de penser à la prime et à l'augmentation de salaire et tout ça, moi, j'irais plutôt sur le fait d'être motivé ou pas. C'est-à-dire être motivé. Pourquoi je vais être motivé ? Je vais être motivé parce qu'on m'a fixé un cap. On m'a dit ce qu'on attendait de moi. Aujourd'hui, dans les entreprises, beaucoup de gens travaillent dans les entreprises sans savoir quel est l'objectif qu'ils ont à atteindre. C'est-à-dire ils ont un objectif global dans lequel ils s'inscrivent, mais l'objectif personnel, ils ne le connaissent pas. À moins d'avoir une distribution du travail journalière, par exemple, on va lui dire aujourd'hui, je veux que tu me donnes ça en retour fin de journée. Mais ça, c'est pas motivant non plus, parce qu'il n'a pas une vision globale du projet que je suis en train de piloter. Donc il faut que je fasse adhérer les autres. Oui, mais j'entends en sous-texte, c'est que quelque part, les uns et les autres, lorsque on a une perception plus large de l'intérêt ou de sa contribution, on a plus facilement tendance à y adhérer. C'est-à-dire que... Tout à fait. Oui, mais ça, c'est humain, puisque si on voit l'impact de façon plus large de ce qu'on fait, on a tendance à avoir une vision plus positive des tâches que l'on est censé accomplir dans la journée. Et on est plus gratifié soi-même. Oui. C'est-à-dire, on a l'impression, ou on a la certitude, d'être vraiment une partie prenante de la décision. Parce que on m'a intégré dans la vision globale et on me dit, toi, ton rôle, c'est ça. Vous ne pouvez pas prendre une équipe de foot où il y a 11 joueurs, vous leur dites, vous allez sur le terrain, vous êtes 11, et je veux que vous gagniez le match. Et là, les joueurs, ils vont rentrer sur le terrain. Qui fait quoi, où, quand, avec qui, je passe la balle à qui, je me mets en arrière, je me mets en avant, les je suis métaphores attaquant, je suis défenseur. Mais en même temps, si on prend ces comparaisons footballistiques, on peut prendre les meilleurs et disons, il peut ne pas y avoir d'alchimie entre les joueurs. Paris Saint-Germain. On peut essayer de la créer, cette alchimie, lorsqu'il y a un bon entraîneur. Donc il y a différents... Exactement. Donc tu as tout à fait raison. Tu as mis le point sur le nœud du problème, en fait. C'est qui est l'entraîneur ? Oui, ça c'est... Qui est le... Et là, au foot, il y a eu beaucoup d'exemples. Hein. Des fois, c'est le capitaine qui a assumé ce rôle. Moi, j'ai pris le foot parce que là, on est dans l'air du temps. Mais je pourrais le mettre sur le rugby, le tennis, même en individuel. C'est une digression dangereuse parce qu'elle va prendre toute la place. Mais il faut penser justement en termes d'équipe. Et d'ailleurs, si on prend les outils qui sont utilisés dans la gestion d'entreprise, dans le marketing et autres, on s'aperçoit que il y a toujours cette notion sportive. Et oui. Renforcement de l'équipe, adhérer à l'équipe, se sentir partie prenante de l'équipe. Même le terme manager. Être chef d'équipe, manager.
Oui. Voilà, on a vraiment cette vision qu'il faut que ça soit une adhésion complète. C'est pour ça que tu vas avoir des entreprises qui ont vraiment des hémorragies de ressources humaines, hein, des gens compétents qui sont là, ils viennent, ils passent un certain temps et ils partent. Et ça part tout le temps. Donc ça, c'est un indicateur d'une certaine gravité de la performance de l'entreprise. Elle est performante en termes business, mais elle n'est pas performante en termes ressources humaines. Oui, l'interrogation c'est est-ce que c'est pour des raisons liées à l'organisation du travail ou est-ce que c'est en raison de profils qui sont inadaptés ou qui créent la zizanie d'une certaine manière? Et si les résultats sont là, est-ce qu'on peut remettre en question un fonctionnement qui produit des résultats d'un point de vue financier? Et souvent la réponse est non. Fadel Azzali. Alors, on peut produire de la richesse et ne pas réussir. Ah oui, bah, Il y a des entreprises qui ont créé de la richesse et à cause justement de l'hémorragie des ressources humaines, à un moment, on n'arrive plus à recruter. Parce que si vous avez un turnover qui est constant, permanent, les gens, ils savent qu'ils viennent pour pas longtemps. Donc, ils ne s'investissent pas. Pourquoi ils ne s'investissent pas? Alors, après, il y a le mythe et il y a la réalité. Ceux qui partent racontent une histoire. Ceux qui sont dans l'entreprise voient une autre histoire. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on met justement, on se positionne en recherche. On met en place un KPI. On va voir pourquoi notre performance n'est pas bonne dans ça. Les indicateurs, on va chercher quelles sont les choses qui ne vont pas. Et ça, c'est le service ressources humaines qui va être la première personne qui va être au front pour ça. Oui. Sinon, on ne pourra pas savoir pourquoi. On va dire, ouais, bah, ok, de toutes les façons, on a un turnover, on les broie, ils partent, on reprend des nouveaux, et ainsi de suite, et nous, on continue à fonctionner. Mais au bout d'un moment, la réputation de l'entreprise, elle doit être quoi? oui, bah, effectivement, ça c'est ce qui se passe dans certains cas de figure. Mais bon, quand ce sont entre guillemets des entreprises ou un secteur donné où tout se sait, dont je pense aux assurances, aux banques. Chaque banque, par exemple, a une certaine réputation et ceux qui essaient de voir s'ils peuvent trouver une aire plus verte ailleurs, pour le formuler de cette façon-là, esquivent de façon assez nette certaines institutions financières Alors, pour cette question de réputation qu'elles ont. Hein. on va prendre la banque. Vous êtes un petit porteur. C'est-à-dire, vous êtes client, dépositaire de votre salaire, et ainsi de suite. Vous avez votre attaché commercial, c'est-à-dire la personne qui vous reçoit, qui vous a ouvert le compte. Il y a un turnover monstrueux. C'est-à-dire, vous le voyez peut-être 3 fois, après ça change. Le suivant, on ne vous le présente pas. On ne vous dit pas qu'il a changé. Vous avez toujours le numéro de téléphone de l'ancien. Vous avez un problème, vous appelez, il vous dit non, je ne suis plus là. Je suis dans une autre agence ou autre. Est-ce que comme indicateur de performance, c'est positif ou c'est négatif? Oui, mais c'est évidemment que alors que ça la me banque cause fait de l'argent et gagne de l'argent. Oui, il n'y en a aucune qui ne fait pas d'argent. Et hein, elle n'a aucun problème de ce Absolument. côté-là. Hmm. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que on va avoir ces petits porteurs qui vont avoir tendance à migrer d'une banque à l'autre, là où il va entendre du bouche à l'oreille, bouche à oreille. Moi, je suis à telle banque, j'ai mon consultant depuis 10 ans, il n'a pas changé. Ah, tiens, je vais peut-être aller là. Donc, je continuerai à faire de l'argent, ça, c'est pas un problème. Mais quelle est ma réputation sur le marché? Quel est le taux de fidélisation que j'ai sur mon produit Oui, ou sur mon image? Oui, c'est certain que la traduction sur les performances n'est pas nécessairement immédiate lorsqu'on constate une dégradation Et des elle n'est relations pas de travail. forcément financière. Oui. Parce que- La dégradation, c'est une notion toute relative. Si on a des résultats et qu'on a des résultats très positifs, il n'est pas dit qu'on n'aurait pas pu avoir des résultats plus positifs encore. Ça, et ça, Merci beaucoup. c'est ce delta qui est parfois difficile à effectivement évaluer. On va éviter quant à nous les retards tout simplement. Il est 10h25 minutes, on va faire entendre la respiration musicale, par la suite le flash d'information, on retrouvera et on reprendra la suite de notre émission des experts ce matin que nous consacrons à cette thématique RH. Effectivement, on peut faire le constat que les climats peuvent se dégrader ou se bonifier.
pour peu que l'impulsion soit là. Bon. Et comme tu as dit, c'est toujours les managers, c'est-à-dire ceux qui encadrent le groupe, qui, par capillarité, vont recevoir les informations il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et c'est à ce moment-là qu'eux, ils mettent des indicateurs, parce que les indicateurs, c'est pas à un moment précis qu'on les met. C'est-à-dire à chaque fois, et c'est pas permanent. Et c'est pas quelque chose qui doit englober la totalité des secteurs de l'entreprise. C'est quand on voit qu'il y a quelque chose qui va moins bien, on essaye de comprendre pourquoi. Oui, il y a cette étape du diagnostic sur laquelle on va revenir, mais je le disais après la courte respiration musicale. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Fadel Hajri. Nous nous intéressons tout particulièrement aux organisations, c'est-à-dire au climat interne qu'on peut essayer de déceler. Alors on a parlé d'outils, d'éléments qu'on peut mettre en place lorsqu'on a l'impression que le navire est en train de tanguer. Et c'est à ce moment-là souvent qu'on se pose des questions sur les changements qu'on peut impulser dans l'organisation, de sorte à peut-être faire en sorte que le climat entre les salariés soit un peu meilleur qu'il ne l'était, ou au point où on a constaté la dégradation. Alors d'abord, au niveau du diagnostic, alors souvent on se dit il y a un turnover, peut-être les personnes viennent en retard, même dans les cas concrets qu'on a pu observer ici ou là, parce qu'avant d'entreprendre cette nouvelle vie ou ce nouveau sillon, tu as pu aussi avoir des expériences dans les entreprises diverses. Et effectivement, il y a des éléments ou des éléments d'expérience qui font qu'on peut observer qu'une situation se dégrade au niveau du relationnel entre les personnes qui travaillent au sein d'une même entreprise. Alors, d'expérience, comme on dit, ma vie profane, oui, d'entreprise et autres, le premier indicateur, c'est quand on commence à ressentir une résistance. C'est-à-dire que le manager commence à ressentir une résistance dans tel service, tel service, tel service. Quand on commence à avoir des maladies prolongées, c'est-à-dire des absences pour maladie, et que ça augmente. Il y a ce qu'on appelle un taux marginal connu, accepté, que les entreprises gèrent, mais c'est un indicateur, ce taux marginal est un indicateur pour quand il y a une explosion, une amplification ou une augmentation. Quand on commence à avoir des collaborateurs qui viennent et qui demandent à partir, donc s'arranger pour partir. Normalement, les alertes viennent du service RH. Donc, un des indicateurs, ce sont les services RH. S'ils sont attentifs, si on leur donne les moyens d'être attentifs. Parce que comme je l'ai dit dans une précédente émission avec toi, je t'ai dit, moi, c'est le service que j'adore le plus. C'est celui qui a le moins de moyens et qu'on pense c'est des magiciens et ils se dévouent à la tâche, mais ils n'ont pas comment réaliser leur travail. C'est le service RH qui est tenu pour responsable du bien-être de l'entreprise et de ses collaborateurs. La ressource, elle est humaine, donc c'est les ressources humaines qui les gèrent, et c'est eux qui doivent être attentifs au bien-être de l'entreprise, le bien-être, je dis bien de l'entreprise, par le biais de ses collaborateurs. Au plus les collaborateurs sont satisfaits, au plus les collaborateurs sont dans des conditions optimales, et au plus ils vont être dévoués à l'entreprise, ils vont être force de proposition, ils vont être même un moteur d'amélioration. On le voit dans certaines entreprises qui donnent un certain pouvoir à leurs employés, qu'ils soient industriels ou commerciaux, ou dans les startups, ou ce qu'on veut. Et ça pose un problème si le management est un management qui n'est pas en résonance avec ce système-là. Oui, parce que cette méthode-là. Évidemment, parce que dans beaucoup d'entreprises, oui, parce que dans beaucoup d'entreprises, ça fonctionnait autrement. Dans un certain sens, c'est-à-dire que le service des ressources humaines, c'est quand il y a des recrutements auxquels on doit procéder. Il y a des indications sur les fiches de poste lorsqu'elles sont bien établies. Il y a les fiches de paye, et puis c'est tout. Dans beaucoup d'entreprises. Et effectivement, on peut fonctionner comme ça, mais ce n'est plus un service RH. Oui, mais justement, ça s'appelle le service du personnel. Non, c'est le minimum syndical. Non, c'est le service du personnel. Ça s'appait comme ça. Service du personnel, c'était ceux qui s'occupaient des embauches,
qui préparait les salaires, qui faisait les fiches de paye, qui était en contact avec la comptabilité. Après, il y a le contrôleur de gestion. Après, il y a le payeur, et il y a le comptable. Voilà. Ça c'est pas du RH. Le RH, il s'occupe même pas de la paye. Le RH, il est là pour faire une fiche de poste, recruter la personne qui correspond à son poste, à ce poste-là. On vérifie qu'il a les compétences. Alors, les compétences, elles sont doubles. Parce que tout à l'heure, tu un entraîneur n'est pas un autre. Hein. Ouais, tu as parlé du positionnement de l'employé. Peut-être qu'il est là, il énerve tout le monde ou autre. Ça, c'est le travail des RH quand ils recrutent. Parce que quand on recrute, on a deux choses qu'on doit vérifier. Les compétences professionnelles, donc ce sont les hard skills. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait comme étude, quelle est l'expérience qu'il a eue, et après, il faut qu'on aille vérifier ses soft skills, c'est-à-dire son savoir-être. Comment il s'intègre à une équipe, comment il parle. Est-ce qu'il va agacer tout le monde, est-ce qu'il va énerver tout le monde, non, et même comment lui se comporte avec lui-même. C'est-à-dire quand je recrute quelqu'un, moi quand j'ai quelqu'un qui vient pour un recrutement, s'il est habillé en Prada de la tête aux pieds, moi ça me pose un problème. Oui. Ça me pose, non mais sincèrement, ça me pose un problème. Parce que mais tout fait sens, y compris la couleur de la cravate. Moi, ça fait sourire, mais... Il y a ça. Tout fait sens. Tout ce qu'il va poser devant lui, comment il va le poser. Être service RH, c'est pas n'importe qui peut être dans le service RH. Service RH. On parlait du troisième œil, donc oui. Si tu veux, le troisième âge, c'est le troisième âge. Le service RH est un service très important pour la stabilité justement des collaborateurs et de la stabilité de l'entreprise. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une entreprise sans ressources humaines, ok, ça s'appelle ressources, mais elle est humaine. Donc il y a un volet humain à traiter. Maintenant, on peut dire il y a l'IA qui va remplacer, elle ne remplacera rien du tout. Il y a des choses qu'elle va remplacer, mais elle est là pour être à la disposition des humains qui vont pouvoir l'utiliser dans les entreprises. C'est certain. J'ai vu je la vois mal te remplacer à ta place. Mais peut remplacer la voix, mais les humains ont tendance à... on parle différemment à un humain qu'à une machine. Et personne n'a envie de parler... personne. Disons une grande proportion de ceux qui nous écoutent, ou même de la population, a envie de garder ce contact humain. Tout simplement, c'est l'échange. Si je suis vendeur, par exemple, si je suis commercial, je vois mal mettre en place un robot qui, à travers des écrans, va essayer de convaincre un client. Non, ça c'est une vue de l'esprit. Je peux l'utiliser en amont pour qu'il me sélectionne les clients qui sont plus compatibles avec le produit que je veux vendre. Exactement. Oui. Mais après, pour faire la vente, on a aujourd'hui des tests qui sont faits actuellement. Le commerce par téléphone, on a des robots, des chatbots qui sont là. Ils ont un script. Sur ce script-là, ils contactent des humains. Les humains répondent. Eux, ils trouvent la façon de répondre à toutes les oppositions. Mais si on est un client averti, on va tout de suite repérer et détecter. Oui, c'est certain. Comme l'inflation de textes et de publications sur des réseaux professionnels, en 2 phrases, en 2 mots, on a vite fait de savoir si c'est l'humain qui l'a rédigé ou si c'est l'intelligence artificielle. En fait, il ne faut pas se poser cette question-là. Il faut se poser la question de dire quelle est la proportion d'intervention du bot dans cette écriture-là. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des outils qui sont là pour faciliter la vie. Et toutes les entreprises, aujourd'hui, les grandes ont commencé déjà, ils mettent à disposition justement des outils décisionnels grâce aux nouvelles IA. C'est-à-dire, moi, je suis manager, j'ai une problématique qui se présente à moi, je vais dans mon système entreprise, j'ai un chatbot avec lequel je peux interagir en lui exposant la problématique, et sur cette problématique, il va me donner plusieurs propositions, et donc ça me fait gagner du temps évidemment. Dans la décision, dans la prise de décision. Dans le coaching, je précise, dans les coachings que je peux accomplir, il y a ce qu'on appelle le coaching des pairs. C'est-à-dire, c'est le même système. Au lieu d'avoir un chatbot, là, on est plutôt entre humains expérimentés. Et on apprend à travailler ensemble pour s'exposer, justement, différents cas de figure. Une problématique. On expose la problématique à toutes les personnes, ce qu'on appelle les pairs, donc les autres personnes qui sont dans le même périmètre que moi. J'expose cette problématique et souvent, allez, je ne vais pas dire 100% parce que ça serait un peu... on va dire 90%
de chance de trouver une personne autour de la table qui a rencontré le même problème, qui va me donner un retour d'expérience, qui va m'être utile. Et donc, petit à petit, j'apprends à travailler comme ça. Et donc là, aujourd'hui, on met en place justement des outils décisionnels à tous les niveaux dans les entreprises pour aider. Et c'est très bien, parce que si le service RH explique bien ce système-là, tous les collaborateurs vont comprendre qu'ils vont être soulagés d'une certaine partie des tâches récurrentes qu'ils ont, dans lesquelles ils vont performer beaucoup plus. Oui, mais effectivement, mais dans quelle mesure on réapprend d'une certaine manière à travailler différemment, bah ça c'est si on gagne du temps, on peut le remplir à faire autre chose, ou si c'est dans cette optique-là, ça va soulager le travail ou la pression au travail. Ça dépend aussi des objectifs, et des décisions en termes de management qu'on va constater ici ou là dans les entreprises, qui auront des incidences différentes. Mais les outils du diagnostic, des services ou du département consacré aux ressources humaines, alors on peut voir qu'il y a un turnover, on peut voir qu'il y a plus d'arrêts maladie, plus de ceci, plus de cela, mais la question qu'on se pose immédiatement après, c'est pourquoi est-ce que ça s'est dégradé? Et à ce moment-là, c'est le travail d'investigation qui commence, Fadel Hadjari. Alors, ça, le meilleur moyen, c'est soit prendre un cabinet extérieur pour faire un audit de la situation. Pourquoi? Parce que quand on prend un externe, il va avoir une vue non biaisée. C'est-à-dire, il va être complètement indépendant. Et en immersion totale dans l'entreprise, sur la demande qui a été faite, il va s'immerger et il va identifier de façon pragmatique, sans aucun biais, de ce qui se passe et de la raison pour laquelle elle se passe. Et il fait un retour de cet audit-là. Parce qu'on peut auditer service par service, comme on peut auditer la totalité d'une entreprise. Après, il y a les entreprises qui font le choix de former des auditeurs internes. Ils ont leur propre bureau d'audit, qui est indépendant, auquel on fait des requêtes, et là, ils se déplacent dans les services. Ils passent le temps nécessaire pour justement identifier les raisons. D'accord ? Donc, c'est toujours une action de recherche qui va se faire. Quand quelque chose ne va pas, quand moi j'ai mal à la jambe, je vais voir le médecin. J'ai le choix d'aller voir le pharmacien d'abord. Est-ce que c'est pertinent ? Qu'est-ce qui est le plus pertinent ? Le médecin ? Le pharmacien ? Google médecin ? Moi-même ? GPT ? ChatGPT ? Ou Autre. Claude ? Ou Autre, ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est le plus pertinent ? Tout en sachant que Google, il a passé l'examen de médecine aux États-Unis, il a eu 99% il s'est placé dans le top, dans le top 5%. Donc, c'est ce qui est sidérant. Si moi, je suis chef d'entreprise, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, j'essaye, moi, de mettre des contre-mesures pour améliorer ce que je vois qui ne va pas. Et que je n'y arrive pas, le conseil, c'est d'aller vers un professionnel de l'audit. Pour justement avoir quelque chose de concret. Et après, on met en place les mesures nécessaires pour corriger ce qui ne va pas. Oui, après, c'est difficile des fois de recueillir en tant qu'individu qui est extérieur la parole vraie. Donc il faut savoir faire accoucher les uns et les autres. Ça, c'est le travail de l'auditeur. Bien entendu. Sinon, il change de métier. C'est certain. Mais bien entendu. Cela dit, il y a, j'imagine, aussi des récurrences. C'est-à-dire, quand on voit qu'une situation se dégrade, alors il y a disons dans la pratique ou dans la réalité, ou quand on a fait un certain nombre d'audits, probablement qu'on a dû constater que certaines causes produisent souvent, même très, très régulièrement, les mêmes effets. Le style de management, vous pouvez avoir aujourd'hui, vous recrutez un top manager. Sur le papier, il est magnifique. Il n'est pas compatible avec votre entreprise. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise familiale, que vous avez toujours géré votre entreprise de façon paternaliste, et que vous prenez un manager qui, lui, est plutôt de l'école, on va dire, management, surveillance, harcèlement, vous dit pas bonjour, vous dit pas au revoir, vous dit pas ce qui va pas, mais c'est vous qui n'allez pas, ça peut pas marcher.
vous allez avoir des démissions, vous allez avoir... Avant les démissions, parce que le plus grave, c'est pas les démissions. Le plus grave, c'est les maladies longue durée pour une entreprise. Ah oui, mais... Parce que le poste est vacant, oui. il ne peut pas être pourvu. Ah oui, ça aboutit quelquefois dans des procédures au tribunal pour essayer de voir. Ça arrive, on nous a contactés Ça arrive tout le temps. Oui, ça arrive. Et beaucoup plus qu'on ne croit. Donc le pire dans une entreprise, ce ne sont pas les démissions récurrentes. Le pire, c'est les maladies. C'est l'augmentation Oui, maladies longue durée pour le coup. De maladies longue durée. Ça peut durer. Donc il y a ça. Il y a aussi les conditions de travail qui changent. On peut, par exemple, décider de changer d'un endroit où on était vers un endroit plus grand. Ça a été mal préparé. Le changement, en fait, si tu préfères, pour résumer, c'est la conduite de changement. Si j'opère des changements dans l'entreprise qui n'ont pas été absorbés, digérés, compris et qu'on n'a pas été impliqué, à la fin, on va avoir des gens... Une indigestion, pour le coup. Exactement. On va avoir des gens qui ne se sentent plus dans la résonance de ce qui existait. Le commercial, service commercial, la première chose à voir, c'est est-ce que les commerciaux travaillent pour gagner de l'argent ou est-ce qu'ils ont assez d'argent et ils ne font que visiter des clients. Tu as aussi dans le commercial. J'avais pas envisagé la problématique du commercial repu. Ah, ça, c'est là. Oui. Ça existe. Si vous avez un commercial que vous payez 25 000 dirhams par mois, avec une voiture, avec une carte essence, avec un badge autoroute, qu'il n'y a pas de contrôle sur le véhicule, qu'il n'y a pas de contrôle sur la carte, qu'il n'y a pas de... Venez le lendemain, dites-lui, on va mettre par exemple un GPS dans la voiture pour savoir ce que tu fais. Ah oui, il part, il reste pas. Il reste pas parce qu'il gagne 25 000. Et comme il gagne 25 000, ses objectifs, vous allez lui donner 2-3%. Et encore, parce qu'il gagne très bien sa vie. Donc à la fin du mois... Mais c'est pour ça qu'il y a des contrats parfois spécifiques pour cette catégorie-là, qu'il faut intéresser beaucoup plus aux gains qu'elles vont apporter à l'entreprise. Il faut que le salaire soit digne, que la personne puisse vivre décemment, mais il faut qu'elle ait l'envie, le variable plus important. Une part variable qui va l'intéresser pour qu'il puisse exploser, comme on dit dans son schéma. Aujourd'hui, il y a des indicateurs qui sont très simples sur la partie commerciale, par exemple. Dans le KPI, on le retrouve, c'est je regarde mes commerciaux, la part de prospects. Combien de prospects par mois? Et sur ces prospects-là, combien j'ai marqué? Le scoring. Combien j'ai scoré? Mais c'est sûr qu'il faut être un buteur décisif. Si j'ai 100 prospects et que j'ai 0 scoring, il y a un problème. Parce qu'il y a une statistique qui dit pour 10 portes frappées, un contrat signé. Oui, ça c'est absolument ça. Ça dépend bien sûr des secteurs, mais on entend la proportion. Il est 10h57 minutes. On va à nouveau profiter de la respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission des experts juste après les actualités présentées cette fois-ci par Mourad Baba. Nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin que nous consacrons aux relations humaines dans le monde du travail, dans l'organisation, dans les entreprises. Quelquefois ces relations se dégradent et quelquefois elles se bonifient à la faveur d'un bon recrutement ou peut-être de façon différente de travailler. Alors on a pu faire le constat. On peut faire le constat des causes qui engendrent un certain nombre de dysfonctionnements. Et alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est lorsqu'on intègre dans l'entreprise quelqu'un qui est éloigné, entre guillemets, des façons de faire. Donc, quand il y a ce delta qui est très important, ce différentiel-là entre celui qui est recruté et l'environnement dans lequel il évolue, bien qu'il puisse être compétent, on peut constater effectivement parfois tout simplement des dégâts en termes de relations au travail, entre les collègues, et puis de façon plus générale dans les chiffres et quelquefois dans les résultats financiers. Pas nécessairement, mais ça peut arriver. Après, effectivement, on a cité des exemples qui ont trait à des éléments un peu plus spécifiques. Par exemple, le métier de commercial, comment garder les gens motivés. On peut constater que les choses peuvent ne pas être mises en place de sorte à avoir l'efficacité ou la motivation la plus importante. Alors, je ne suis pas certain qu'on ait fait le tour des aspects les plus récurrents et qui causent, entre guillemets, une dégradation dans le monde du travail. Il y a souvent, parfois aussi,
Bon, peut-être la question générationnelle, peut-être aussi le fait que la vie d'une entreprise aussi ressemble au parcours que l'on a. Quand on entreprend, on est enthousiaste. Quand on commence à faire du chiffre, il y a une forme de stagnation. Et puis la stagnation crée de la routine. Et la routine, parfois, crée de la lassitude et beaucoup plus d'inertie que ce qu'on voudrait dans les entreprises. Fadela Jalil. Alors, la lassitude, quand il y a la lassitude qui s'installe, c'est là où on change le staff. C'est quand on a de la lassitude, c'est qu'on n'a plus assez d'imagination. Une direction doit être tout le temps collée à la tendance. Service marketing, s'il y en a un. Après, là, on est en train de parler des grandes entreprises qui, eux, disposent de tous les services nécessaires pour justement être dans la tendance, anticiper la tendance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous achetez un vêtement aujourd'hui en magasin, c'est un vêtement qui a été pensé il y a 2 ans. Les couleurs qui sont de tendance aujourd'hui, ce sont des couleurs qui ont été décidées il y a 2 ans. C'est pas moi qui ai décidé de mettre du rouge cette saison ou du blanc ou du jaune. Mais ce matin, tu as décidé de mettre du bleu ciel. Ça, c'est ma décision personnelle parce que j'ai une gamme dans mon placard qui me permet de mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont là. Mais les tendances couleurs, par exemple, les gens ils pensent que ça se limite aux vêtements. Mais en fait, la tendance couleur, elle est dans les voitures. Là, on voit des voitures qui sortent avec des couleurs gris sable, beige astronomique ou je sais pas quoi. Même chose pour les canapés, même chose pour les casseroles, même chose pour les verres, même chose. Tout ça est pensé. Et donc, il n'y a pas de lassitude. Il y a une continuité dans l'action. Oui. Et quand une entreprise perd de la place sur le marché, c'est parce qu'il y a de la concurrence plus féroce. Alors, soit c'est une guerre des prix, soit c'est une guerre de renouvellement, soit c'est une méthode plus agressive de pénétration et de prise de part de marché. Et tout cela doit être anticipé. C'est-à-dire il faut qu'on soit au courant, il faut que l'entreprise elle-même connaisse son environnement. Je crois que c'est Boileau qui disait, pour agir sur la nature, il faut d'abord la connaître. C'est-à-dire il faut que je connaisse l'environnement dans lequel j'évolue. Si je ne connais pas l'environnement dans lequel j'évolue, je ne peux pas le maîtriser, je ne peux pas être pérenne dedans. Oui, mais ce qu'il disait aussi, c'est que ce qui s'énonce clairement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Viennent aisément, oui. C'est tout à fait ça. Donc, si en amont, je n'ai pas anticipé les choses, je ne pourrai pas être un joueur performant sur le secteur. Et donc, si je ne suis pas un joueur performant sur le secteur, ça se répercute sur mes collaborateurs. C'est-à-dire, mes collaborateurs vont dire, on est en perte de vitesse. Les gens veulent faire partie de l'équipe qui gagne. Exactement. On a beau avoir une très belle équipe, hein, si on essuie une défaite, disons, au sortir de cette phase de groupe, beaucoup de mécontentement, malgré la beauté du geste, malgré le collectif et son enthousiasme et ainsi de suite. Hein. Tout à fait. Personne n'a envie de faire partie de l'équipe perdante. Tout à fait. Et il y a aussi, donc il faut toujours avoir cette flexibilité entre le management, entre les collaborateurs, entre la méthodologie, le marché, le client. Par exemple, les Américains, eux, créent le besoin. C'est-à-dire, ils ne partent pas d'un besoin existant, ils décident du besoin que tu vas avoir, ils vont mettre en route toute la phase marketing, toute la phase marché, ils mettent en production et ils le mettent sur le marché et les gens l'achètent. Et donc ils calculent ça d'une façon avec un tableau de bord, démarrage, autant de temps, il faut que je récolte ça, et ainsi de suite. Nous, on est plutôt dans l'autre, quand je dis nous, c'est-à-dire méditerranéen, on est plus africain, méditerranéen, on est plus dans une vision de plus prudente. Je vais correspondre à ce qu'on me demande. Mais la volatilité est grande. C'est-à-dire si aujourd'hui le marché me dit je veux une casserole avec 2 manches, demain elle me dit je veux une casserole sans manches. Et donc moi j'ai fait de la provision sur du 2 manches. Je peux pas le liquider, je peux plus liquider si j'ai fait un surstock.
Donc c'est pour ça que des fois, on voit des ruptures aujourd'hui dans les productions même industrielles. Ils sont dans le juste à temps, ce qu'on appelle le juste à temps, matières premières. Et après, je dépends aussi des impacts. C'est pour ça, à l'environnement, il faut être au fait de ce qui se passe. Des fois, il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement parce qu'il y a des problèmes dans certaines régions du monde. Je ne peux pas être ravitaillé, je ne peux pas recevoir. Par exemple, l'Europe qui a décidé à un moment que tout devait être produit ailleurs qu'en Europe. Oui, les usines, c'est sale. Aujourd'hui, les managers reviennent vers une vision qui est plus de dire il va falloir qu'on rapatrie une partie de ce que l'on fait. Donc tout ce qui est à valeur ajoutée, parce que vu les salaires, vu les charges, donc tout ce qui est à valeur ajoutée, on va le faire chez nous. Et tout ce qui n'est pas à valeur ajoutée, on va le faire ailleurs, et c'est pas grave pour les délais, et ainsi de suite, puisque ce sont des produits qui sont du quotidien, récurrents et autres. Donc c'est la vision, c'est toujours cette vision dans laquelle s'inscrit un groupe, et donc pas pour stigmatiser les managers, mais en fait c'est les directions, quelles qu'elles soient, qui, elles, donnent l'impulsion pour que l'entreprise fonctionne de telle ou telle manière. Fonctionne ou ne fonctionne pas. Par exemple, moi, quand j'audite une entreprise et que je vois que le manager qui m'a contracté, m'a embauché pour faire l'audit, et que je vais le voir et que je lui dis « je suis désolé, mais le problème, c'est toi ». Oui, ça crée des discussions difficiles. Ça crée même des discussions houleuses. Oui, mais il y a une façon de lui expliquer. D'où le bleu ciel. Il y a une façon d'expliquer. J'entends bien. Apaisé. il faut que la discussion soit apaisée et il faut être pragmatique. C'est-à-dire dire, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu t'interfaces avec ça, ça, ça et ça. Peut-être qu'il faudrait que tu prennes une autre personne qui va te seconder pour gérer ça. Mais il faut qu'il soit compatible avec toi, avec ta méthode à toi, et qui soit compatible avec les autres. Donc il y a toujours une solution. La plus grosse problématique, c'est l'acceptation de la problématique. Ah oui, oui, parce que le pli premier que nous avons, c'est de lever la garde. Parce que si on est critique vis-à-vis de soi, il y a quelque chose qui immédiatement lève le bouclier. Alors nous sommes avec un auditeur qui nous a contacté, Siabdillah, qui est avec nous au bout du fil, de Casablanca. On vous cède la parole. Bonjour à vous, Siabdillah. Oui, bonjour. Ah, c'est une voix qu'on reconnaît, qu'on salue. Bon début de semaine, Siabdillah. Je suis fidèle à votre émission, pas uniquement à votre émission, mais à Atlantique. J'adore vos émissions. Je ne vous jette pas de fleurs, mais vous êtes une super radio. Vous êtes des gens très professionnels et j'apprécie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir pour démarrer la semaine. Voilà. Ah oui, il faut dire que le lundi, c'est un peu difficile, mais bon, on arrive quand même à trouver un petit quart d'heure pour vous écouter et participer quand c'est possible. Et j'ai beaucoup apprécié le fait d'inviter un psychologue parce que il y a un métier qui est, je dirais, un peu délaissé. Oui. Et il en a grand besoin parce que les psychologues des métiers, il y en a un peu partout, mais le sport, il est totalement négligé au Maroc. On voit que dans tous les pays, pratiquement toutes les disciplines sportives, je ne parle pas de coach, je ne parle pas d'entraîneur, mais de psychologue proprement dit. Et je crois que notre expert va bien comprendre mon point de vue. Et pourquoi personne ne se penche sur cette question? Nous avons des judokas, nous avons des karatéman, nous avons des footballeurs, et des fois on parle de problèmes qui surgissent dans les clubs ou dans les équipes nationales, mais personne n'aborde ce sujet. Est-ce que c'est encore tabou? Est-ce qu'il n'y a pas un premier pas qui va être fait? Pourquoi il y a ce retard? Là, on a reçu une athlète qui a ramené, c'est une médaillée olympique de judo pour ce coup, et qui a témoigné. Elle-même, elle est devenue par la suite psychologue, donc c'est pour dire. Donc elle consultait quand elle était... quand elle avait des compétitions, et bon, effectivement, parfois, dans certains secteurs extrêmement compétitifs, on n'y vient pas par hasard, et parfois, effectivement, il y a des douleurs qu'il s'agit non pas d'épancher, mais
disons, d'intégrer ou d'expliciter. Donc, il y a des sportifs qui témoignent effectivement de l'accompagnement dont ils ont pu bénéficier. Mais est-ce que c'est une politique des fédérations ou une politique sportive que d'essayer d'avoir des personnes effectivement de diverses compétences pour accompagner les uns et les autres? C'est loin d'être le cas. Oui, Sabil. Je m'excuse pour toutes les fédérations et pour tous les... C'est une ignorance. Parce qu'on ne peut pas, au XXIe siècle, passer à côté de ça. Ça, je l'appelle de l'ignorance. Parce que vous voyez très bien, vous accompagnez vos athlètes, et quand vous partez en Turquie, au Japon, dans tous les pays du monde, vous voyez qu'il y a un coach, vous voyez qu'il y a un président, et vous voyez une tierce personne ou une troisième personne dans les gradins. À chaque fois que l'athlète finit, ou l'équipe, ou le joueur, ou le sportif de façon générale, parle à une personne. Et vous posez la question, on vous dit qui c'est celui-là, on vous dit c'est le psychologue. Et vous passez à côté de la chose. Quand vous revenez ici dans vos réunions et dans les réunions qui ne cessent de se répéter, et personne n'aborde ça. Est-ce que je parle là d'Atlantique, vous invitez beaucoup de présidents de clubs, il y a beaucoup d'émissions, que ce soit vous ou d'autres radios. Et personne ne parle de ça. Alors ça, moi, je l'appelle de l'ignorance proprement dit. Et je prends mes responsabilités. Je peux vous dire que pour avoir fait une interview avec Siwebi, on a parlé exactement de ce sujet. C'était notre sujet, parce qu'il intervenait sur notre antenne, dans cette même émission, relativement à ce sujet. C'est effectivement des fois des choses qui viennent à la suite de décisions plus individuelles que de décisions prises collectivement dans le cadre des fédérations. Mais je laisse le soin à notre invité peut-être d'y réagir, parce qu'il est immédiatement... D'abord, je vous remercie beaucoup de votre intervention très éclairée. Tout d'abord, je veux apporter une précision, parce que sinon je serais un usurpateur. Je ne suis pas psychologue, je suis psychothérapeute. Il y a une petite différence. Alors, pour ce que vous dites, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains modes de fonctionnement, on ne privilégie pas, on ne met pas en avant cette partie psychologique parce que on ne veut pas. Elle peut exister sans qu'on la montre ou sans qu'on le dise. Oui. Parce qu'on ne veut pas qu'on pense que tel athlète est vulnérable. Est vulnérable. Donc, c'est pour protéger son image, y compris contre son adversaire. Et donc, on va utiliser le mot de préparateur mental. Vous avez beaucoup de préparateurs mentaux dans les équipes, que ce soit judo, tennis, fédération nationale, olympique et autres. Oui. Vous allez voir beaucoup de préparateurs mentaux. Mais on ne va pas communiquer sur l'aspect psychologique. On évite ça parce que ce n'est pas dans les bonnes pratiques d'image et de garder la solidité de l'athlète qu'on peut avoir en face. Maintenant, je vais mettre un peu de nuance dans ce que vous dites, parce que dans les entreprises, je vois de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent au volet psychologique. Moi, j'interviens dans certaines entreprises aujourd'hui où je suis mandaté pour le volet psychologique, c'est-à-dire j'interviens en tant que psychothérapeute pour le bien-être mental, la santé mentale, ce qu'on appelle la santé mentale dans les entreprises. Et donc, on met en place des choses qui sont très intéressantes, c'est-à-dire un accueil, un guichet, des séances gratuites que l'entreprise offre à certains collaborateurs qu'elle sent en fragilité. Et tout ça sous le secret professionnel, c'est-à-dire l'entreprise n'a aucun retour de ce qui se passe entre le client et moi-même. C'est-à-dire, moi, psychothérapeute, je ne suis tenu à aucun moment de répéter quoi que ce soit à l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise, elle est là pour le bien-être de son collaborateur, mais elle n'est pas en demande de ce qu'il m'a dit, ou ce que je lui ai répondu, ou son état, ou ce que je lui ai conseillé, ou la thérapie qu'on a mis en place. Oui. Maintenant, vous avez raison, il faudrait peut-être banaliser cette action-là. Vous avez raison, il faudrait peut-être plus communiquer et dire que les grands athlètes sont tous
épaulé, suivi, accompagné. Mais même les joueurs d'échecs, dans le top 10 des joueurs d'échecs au monde, il n'y en a aucun qui n'a pas de coach ou de psychothérapeute ou de préparateur mental. Tous les ministres, tous les parlementaires, toutes les personnes qui ont des charges mentales et du stress permanent et une activité qui est très chronophage et très stressante, sont accompagnés, mais on ne dit pas. Par exemple, en Angleterre, on a inventé un mot qui était très très joli, qui s'appelle les spin doctors. Oui. Les spin doctors sont quelque part. On met tout dedans. Hein, Donc, la plupart des spin doctors, c'était des gens qui avaient fait le tour des entreprises, qui étaient dans le top management, qui se sont intéressés à la psycho, qui se sont intéressés à la psychiatrie, et ainsi de suite. Et donc, ils sont devenus spin doctors, pour pas dire coach. Moi, j'interviens en tant que coach, mais je ne suis pas coach, je suis consultant. Je suis consultant en développement personnel, c'est-à-dire ma démarche est différente du coach. Aujourd'hui, on a des coachs pour tout et pour n'importe quoi, mais il y a des spécialités et il y a, selon le besoin, identifié par la personne avec son coach ou avec sa hiérarchie. Aujourd'hui, dans les entreprises... au-delà des étiquettes, effectivement, il y a la personne qu'on a en face et elle nous communique beaucoup plus d'informations que ce qu'on est capable de percevoir consciemment. Et la deuxième chose où je vous rejoins par rapport à ce que vous disiez sur la psycho, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise va mettre beaucoup plus facilement un coach à un collaborateur que de lui dire on te met un psychologue ou un psychothérapeute ou un psychanalyste ou ce qu'il a besoin en place. Déjà, parce que quand on lui dit on va te mettre un psychologue ou un psychanalyste ou un psychothérapeute, lui il va dire mais on attendez, me prend pour un malade. Voilà, je vais perdre mon poste dans la semaine. Oui. Quand on lui dit on va mettre un coach, on lui dit il se dit oui, on veut m'augmenter dans mon salaire et dans mon poste. Oui, absolument. Voilà. Donc il faut banaliser. banaliser aujourd'hui cette profession qui est très importante et qui peut aider à tous les étages. Mais Abdillah a mis le doigt sur aussi quelque chose de très important, c'est que aussi en fonction des générations, hein, je connais des personnes, passé un certain âge, une personne en particulier qui était endeuillée, a perdu quelqu'un de très proche d'elle dans sa famille. Elle est allée consulter un psychologue. Il y avait une salle d'attente dans laquelle il y avait pas mal de monde. Il s'est dit « Ah, je serai reconnu ». Elle est sortie. Alors ça, c'est parce que le psychologue ou le psychanalyste ou le psychothérapeute ou ce que tu veux, qu'il est allé voir, ne fait pas son travail correctement. Je suis désolé. Je suis d'accord. C'est-à-dire, quand on reçoit un patient, il y a un battement de 10 minutes entre le patient qui rentre et le patient qui sort. Il n'y a jamais d'attente dans une salle d'attente. Oui. Parce que justement... Pour éviter justement de mettre mal à l'aise les clients ou les patients qui viennent et qui se disent « Ah, je vais peut-être rencontrer un ami, un collègue ou autre chose, parce que je ne veux pas qu'il sache que je consulte. » Donc aujourd'hui, on a même des cabinets qui sont à double porte ou à double salle. Tout à fait. C'est-à-dire une salle d'attente qui est pour un et une porte de sortie qui ne donne pas sur la salle d'attente où se trouve la personne. Oui, ça existe, mais je le prenais comme exemple parce qu'il est significatif, parce que difficilement on fait fi du regard que l'on porte sur soi-même. Et surtout si on se sent une certaine fragilité ou une vulnérabilité qu'on ne souhaite pas nécessairement étaler. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est extrêmement ancré. Bon, quelqu'un qui a la vingtaine, il n'aurait aucune difficulté à y aller. C'est banal. Voilà, même s'il y a une salle d'attente, même si la personne ne va pas se dire « je serai reconnu, on va penser de moi ceci ou cela ». Donc il y a aussi cette dimension-là qui est culturelle. Bien sûr, aujourd'hui, les générations Z, et ce qu'on veut, les milléniums et tout ça, ils n'ont pas du tout la même approche en termes de consommation de bien-être et de santé mentale. Que ceux des générations d'avant. Effectivement. Aujourd'hui, quand vous prenez quelqu'un de mon âge et vous lui dites tu devrais consulter, il le prend mal parce qu'il se dit tu m'insultes, je suis pas fou. Oui, d'ailleurs, ça se traduit en chiffres. Aux États-Unis, ils ont fait une enquête sur les consommateurs. Bon, beaucoup de consommation de biens a diminué, mais tout ce qui a trait au bien-être, ça a explosé de 40%, et spécifiquement dans les générations Z et Y. Il est 11h30, bientôt 31. On va céder la parole à Nadalam qui va nous rejoindre pour nous présenter le flash d'information en langue française, et on se retrouvera pour la suite de notre émission des experts ce matin. Nous restons bien entendu ouverts à l'échange. Si vous voulez prendre la parole, on sera à votre écoute.
C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous entreprenons cette dernière partie d'émission que nous consacrons à ce qui engendre parfois une dégradation des relations de travail ou à ce qui les améliore. Alors nous évoquions à la suite de la question de Siab, il a parfois les interventions extérieures ou les regards qui peuvent amener à corriger le tir. Fadel Ajali, de ce point de vue, effectivement, il y a différentes façons d'intervenir. Alors, on est consultant, on est coach, on est psychologue, on est méditant. Il y a différentes palettes, entre guillemets, ou différents outils qu'on peut mettre au service des organisations pour essayer de rectifier le tir. Parce que c'est ce qui aussi intéresse peut-être ceux qui nous écoutent ce matin, c'est lorsque ça se dégrade, quels sont les moyens possiblement auxquels on peut recourir pour essayer d'améliorer une situation qui s'est dégradée. On va prendre le temps maintenant d'expliquer que aussi, quand une situation se dégrade en entreprise, ce n'est pas forcément la faute de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a tous les outils, et grâce à l'intervention de votre auditeur de tout à l'heure, ça va me permettre d'expliquer la chose suivante. Je peux, moi, dans l'entreprise, avoir l'impression de ne plus avoir ma place. Et pour ça, je ne dois pas être toujours dans l'attente que l'entreprise elle-même me trouve une solution. Je dois, moi, prendre les devants également. Et je peux, moi, aller vers une consultation. Aller consulter un coach, aller consulter un thérapeute, aller voir mon généraliste pour lui expliquer si je vais bien, je vais pas bien, pourquoi je vais pas bien, et ainsi de suite. Et donc, dans les entreprises, cette approche-là peut être initiée par le service RH. C'est-à-dire, le service RH peut initier les collaborateurs au fait de leur dire vous avez ces palettes à votre disposition. Si moi, entreprise, je décide de mettre à disposition des coachs ou des psychothérapeutes ou des psychologues ou n'importe quel autre outil, moi, collaborateur, si je sens que j'en ai besoin, et il faut être honnête avec soi-même. Il ne faut pas se dire non, ça ne peut pas être moi, c'est forcément eux. Oui, c'est un raisonnement qu'on observe pour une raison très... c'est toujours plus facile déjà de se décharger de sa propre responsabilité, premièrement. Deuxièmement, on se dit, je suis dans l'impossibilité puisque je suis dans la nécessité de pouvoir mes besoins élémentaires et donc je n'envisage pas de changer ou d'avoir un impact sur ma propre situation. À ce moment-là, c'est encore plus confortable de désigner un coupable. D'accord. Donc là, on va rentrer dans une situation d'un collaborateur qui va créer du trauma. Il va être traumatisé lui-même par lui-même. Ah oui. Parce que d'abord, il n'en parle pas, donc il ne va pas s'ouvrir aux ressources humaines du mal-être ou du besoin qu'il a dans son poste. Il va se refermer sur lui-même, il va commencer à douter de lui-même, ses performances vont baisser, et en fait, il va obtenir la résultante de la pensée qu'il a eue au départ. Et à la fin, il va dire « j'avais raison ». On m'a licencié, on m'a blâmé, on m'a ceci, on m'a cela. Donc, il faut être aussi acteur soi-même de sa santé mentale. C'est quoi la santé mentale? Qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé mentale? C'est être heureux, tout simplement. Je le simplifie. Être heureux, c'est être dans un équilibre mental qui fait que j'apprécie ce que je suis, ce que je fais, les gens avec qui je suis, et ainsi de suite. Je banalise exprès. Oui, et c'est-à-dire qu'il y a moins de résistance dans ma vie. Il y a moins de friction. Et surtout, je suis acteur de ma vie. C'est-à-dire, j'accepte d'avoir une baisse de productivité. J'accepte de ne pas être aujourd'hui bien luné pour être copain avec tout le monde, aller au boulot. J'ai le droit de ne pas vouloir aller à la cafette et boire un café et rigoler sur des blagues qui ne m'intéressent pas. Il faut être acteur de sa vie. Et donc, il faut soi-même être artisan de son bonheur, de sa santé mentale, et aller au-devant. Il y a des outils, comme tu disais tout à l'heure à juste titre, les générations qui suivent, là, qui vont rentrer sur le marché du travail, ils n'ont pas le stress. Hein. Ils n'auront pas de stress. Performance, ils ne comprennent pas. Hein. Lui, il comprend qu'une chose. Tu me dis de faire ça, je le fais. Ce sont de bons exécutants. Parce qu'ils ont des rêves autres que le travail. Leur vie ne tourne pas autour du travail.
leur position sociale ne dépend pas de leur travail. Aujourd'hui, la valeur travail, telle qu'on l'a pensée il y a 30-40 ans, doit être pensée différemment. Et c'est pour ça que les services RH ont beaucoup de problèmes pour recruter des jeunes. Ah, mais la valeur qu'ils parlent pas travail, le même elle a un langage. siècle, mais quand on parle de valeurs, ce sont des choses presque, bon, j'allais dire intangibles, mais en tout cas qu'on retrouve sur la longue durée. Dans les textes anciens, je n'ai jamais lu de valeur travail. On dit, quand on consent à l'activité qui a un impact sur la vie de la communauté, naturellement, on va avoir un sentiment de gratification, mais jamais l'accent n'a autant porté sur cette notion-là que dans le siècle dernier. Alors, Et aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup des générations qui arrivent sur le marché du travail ont d'autres critères, ça Alors, c'est certain. merci beaucoup de me tendre la perche. Si on remonte aux premiers écrits, ce qui était recherché, c'est le bonheur de la cité. C'est-à-dire que je sois un membre heureux dans la communauté dans laquelle je suis. C'est ça qu'on cherchait. Défendre la cité si elle est attaquée, et ainsi de suite. C'est-à-dire une dévotion à la cité dans le bonheur. Être heureux là où je suis. Aujourd'hui, la valeur travail explique que le bonheur, c'est dans le travail. Et les générations qui viennent, pour eux, le travail est un outil pour être heureux à l'extérieur du travail. Donc la communication, elle est un peu brouillée. Oui, mais si je rentre dans une entreprise et que je me dis je serai heureux quand j'aurai un tel poste et que quand je serai reconnu par mes pairs, que je serai salué, applaudi et ainsi de suite, à ce moment-là, parfois, parce que ce qu'on a pu constater, parce que beaucoup de personnes ont pu constater, c'est que ce calcul-là n'a pas été le bon calcul pour les générations précédentes. C'est-à-dire, si elles étaient débordantes de joie et de bonne humeur, en ayant fait ce calcul-là, ça se saurait. Or, le constat qu'on fait, c'est que ça n'a pas nécessairement payé pour beaucoup de ceux qui ont dédié leur vie au travail qu'ils accomplissaient. Tout à fait. Et aujourd'hui, surtout, il y a de nouveaux outils qui permettent aux jeunes générations de gagner leur vie sans s'enchaîner à un contrat de travail d'une durée, d'un temps, d'un salaire et autres. Oui. Et donc, quand on leur donne ces outils-là, on ne peut pas venir les voir et leur dire « Ah non, 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 tu es obligé d'aller pointer tous les jours. » Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller travailler. Je dis qu'aujourd'hui, la notion travail, ou comme on aime bien nous rappeler, la valeur travail, c'est une valeur qui a moins de valeur aux yeux des jeunes. Donc, moi, jeune, je vais consommer du bien-être, c'est-à-dire bien-être mental, psychologue, psychiatre, coach, psychanalyste, médecin, détente, loisirs. Je vais tout faire pour être heureux dans ma vie au quotidien. Ceux qui sont d'une génération d'avant, qui sont encore dans cette valeur travail, de performance, eux aussi doivent comprendre qu'il est nécessaire de s'appuyer sur les outils qui sont à leur disposition. Et c'est pour ça que je disais que les entreprises y viennent de plus en plus, c'est-à-dire ils mettent de plus en plus à disposition de la consommation de psychologues, de psychothérapeutes, de psychanalystes, de yoga, de bien-être en entreprise, des actions qui sont menées oui, et celles tout en tout au cas long d'une de certaine l'année. taille ou qui ont les reins financiers. Et ça, c'est certain. Après, effectivement... C'est pour ça que je disais qu'on parlait des grandes entreprises qui, Oui. eux, peuvent organiser tout ça. Maintenant, Oui. si on prend les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, il y a des choses à faire, c'est-à-dire on peut mettre de la communication en interne en disant voilà, ça existe, si vous vous sentez comme ça, ou faire venir un intervenant une fois pour expliquer justement le bien-être au travail, la santé mentale au travail et ainsi de suite. Et là, ça va leur ouvrir des horizons. On fait bien aujourd'hui, pendant la période ramadanesque, de Ramadan, on fait bien venir des nutritionnistes dans les entreprises, petites, moyennes, grandes, n'importe lesquelles. On fait bien venir un nutritionniste pour intervenir, pour expliquer un petit peu Ramadan, l'impact du jeûne, les repas, quels sont les aliments qui vont être les plus propices pour être en forme le lendemain, ceux qui vous empêcher de dormir, de travailler, et ainsi de suite. On le fait. Donc il faut étendre
comme disait notre auditeur tout à l'heure, il faut étendre ça pour le banaliser, pour que ça devienne du consommable comme tout autre consommable. Ce sera notre mot de conclusion, qui est peut-être une invitation. On se retrouvera demain pour d'autres thématiques des experts, mais l'heure est aux informations. Elles sont présentées par Nadia Boumedjif.